Bonjour mesdames et messieurs. Hier à 23h05, des sirènes ont retenti dans le nord d'Israël. De la frontière libanaise jusqu'à Césarée, enfin Kessari, sur toute la ligne de Zikron Yaakov, Haïfa et plus à l'est jusqu'à Kinnéré et la frontière jordanienne, des dizaines de villes. 15 minutes plus tard, une deuxième salve a été lancée et les missiles venaient directement d'Iran. Et voici ce qui est important dès la première seconde. Israël n'a pas commencé. Israël a répondu. Nous en parlerons dans une minute et en détail. Les vols, naturellement, sont annulés. Ben Gourion est en plein chaos. Et à qui profite cette guerre? La guerre, ce n'est pas comme la météo. Il n'y a pas de bon moment pour la guerre. Il y a toujours ceux à qui elle profite. Il y a toujours des mains qui jettent du bois dans le feu. Et des visages qui, en même temps, secouent tristement la tête devant les caméras. Et aujourd'hui, nous allons faire ce qu'aucune grande chaîne ne fera à votre place. Nous allons nommer ces personnes, et pas seulement ces personnes, mais aussi ces organisations, ces pays, un par un. Ce n'est pas la violence qui a éclaté, mais qui a craqué l'allumette. Et qu'est-ce qu'il en retire? En fait, il y en a 5, oui. Les faucons iraniens, une partie de la gauche israélienne, les démocrates américains, la Russie, et presque certainement la Chine. Chacun a sa propre mise, et aucune de ces mises n'est la paix. Si vous êtes venu ici en ce moment parce que votre vol était complètement perturbé, parce que Ben Gourion est en plein chaos, ou que Lufthansa, Swiss Air ont suspendu leur vol, parce que vous passez la journée à actualiser Tseva Adom et à chercher sur Google quand tout cela va se terminer. Mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit. Je vais répondre à cela aussi. Je vais vous dire ce qu'on sait vraiment sur les vols, les abris, les délais, sans panique, sans mensonge. Mais une réponse honnête à la question de savoir quand cela se terminera est impossible sans répondre à la question de savoir à qui cela profite. Parce que la guerre se termine lorsque ceux qui l'alimentent n'y trouvant plus leur intérêt. Alors faisons l'essentiel, calculons à qui cela profite. Eh bien, pour comprendre à qui profite cet incendie, il faut d'abord comprendre comment on a empilé le bois. On l'a empilé pendant 46 ans. Commençons par là. Bon, allons-y. L'histoire en 5 minutes pour comprendre aujourd'hui. 1979. En Iran, le Shah tombe, un dirigeant laïque, pro-occidental, autoritaire. À sa place, ce n'est pas la liberté qui arrive, comme l'espéraient les étudiants sur les places. À sa place arrive l'ayatollah. La théocratie. Le pouvoir du clergé repose sur une idée fondamentale intégrée à ses bases. L'exportation. L'exportation de la révolution. Bon, là-bas, ils appellent sûrement ça autrement. Mais c'est l'exportation de leur mode de vie, de leur vision des choses. Le but n'est pas de vivre normalement chez eux, mais d'exporter la République islamique et la révolution au-delà de leurs frontières, partout dans le monde. Que l'incendie se propage, on connaît ça, des communistes aux islamistes. Pour la porter plus loin, on crée un instrument. Il s'appelle le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Retenez bien ces lettres, nous y reviendrons tout au long de l'émission. Ce n'est pas une armée pour défendre le pays. Ils ont déjà une armée. Ça, c'est une armée. Pour un projet. Et avec le temps, le CGRI ne devient pas seulement une force militaire, il devient un État dans l'État. Sa propre économie, ses propres ports, sa propre contrebande, ses propres usines, ses propres banques. Ensuite, 40 ans de travail patient. L'Iran ne fait pas la guerre lui-même. L'Iran construit ce que l'on appelle dans le jargon l'Axe. Un anneau de force loyale. Et ceux autour d'Israël. Hezbollah au Liban, des groupes à Gaza, des unités en Syrie, des unités en Irak, les Houthis au Yémen. La logique en réalité est très simple. Qu'ils fassent la guerre, eux. Avec notre argent. Oui, oui. Que ce soit leur ville qui soit détruite là-bas. Et toi, Téhéran, tu restes à l'écart, proprement avec des diplomates en beaux costumes. Tout est très pratique, tout est très charmant, tout est très beau, et tout cela reste parfaitement fréquentable. Et pendant tout ce temps, un deuxième projet avance en parallèle. Nucléaire. Officiellement, c'est l'atome pacifique. Officieusement, c'est ce que les experts appellent le seuil. La capacité de fabriquer une bombe en quelques semaines, par exemple, sur ordre, voire en quelques jours. Il y a eu un moment d'espoir léger en Occident, même si je suis sûr qu'en Iran, personne ne l'a vu ainsi. 2015, l'accord nucléaire. L'Occident lève les sanctions. L'Iran gèle son programme. Du moins, il affirme qu'il gèle son programme.
Mais en réalité, ils creusent à 300 ou 500 mètres de profondeur, sous des roches basaltiques, quelque chose. Qu'est-ce qu'ils creusaient là-bas? Pour cacher quoi? Mais en 2018, les États-Unis se retirent de l'accord. En estimant qu'elle, bien sûr, ne faisait que retarder. Elle a simplement repoussé la bombe. Et en même temps, elle a financé ce même CGRI. Depuis, c'est le yo-yo, sanctions, négociations, ruptures, puis encore des sanctions, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et puis après l'automne sanglant de 2023, et tout ce qui s'est ensuivi. Ce que l'on avait évité depuis 40 ans s'est finalement produit, reléguant les conflits par procuration au second plan. Je veux que vous le remarquiez. Les conflits par procuration sont passés au second plan. Et l'Iran et Israël ont commencé pour la première fois à agir directement. C'est-à-dire, oui, ils échangeaient en des tirs, oui, ils le faisaient en, mais principalement par l'intermédiaire de groupes interposés. Et là, c'est direct, pas par un intermédiaire. Face à face. Ce mur que toi, Téhéran, tu as maintenu pendant 40 ans entre toi et la guerre, il s'est effondré, en grande partie, et il a été impliqué dans les actions d'Israël. Et je dirais qu'il y avait une personne à la tête d'Israël. Il s'appelle Bibi, et son nom de famille est Netanyahou. Voilà, et ici nous sommes, maintenant en juin 2026. Voilà ce qui se passe en ce moment même. Dressons sobrement le tableau des derniers jours, en respectant l'ordre des faits, ce point est important. Parce que dans cet ordre, on voit qui a levé la main en premier, qui en avait besoin et à qui cela profite. Il y avait une trêve entre le gouvernement d'Israël et le Liban. Une trêve fragile. Le Hezbollah ne l'a en fait pas reconnu et a continué de bombarder Israël. Mais pour nous, la trêve avec le gouvernement libanais était essentielle. En réponse à ces bombardements, Tsahal frappe pour la première fois Daillé après la trêve. C'est la banlieue sud de Beyrouth. Et là-bas, principalement, pourquoi ont-ils frappé surtout? Ils ont frappé l'infrastructure du Kizballah. Pas principalement, mais uniquement. Oui, c'est le cœur du groupe. Et nous, là au départ, Mandoubé, on avait dit qu'on ne le ferait pas. Mais quand tout a commencé à se passer, ce qui s'est passé, alors nous avons frappé là-bas. Selon les informations, la frappe a été coordonnée avec l'administration Trump. C'est très important. Retenez-le, on y reviendra plus tard. C'est alors que l'Iran intervient directement. Le CGRI, pris de panique à l'idée que nous allions anéantir le Hezbollah, lance des missiles balistiques sur le nord d'Israël. Vers 10 heures du soir, les sirènes retentissent dans tout le nord. Haïfa, la côte, Zikron Yaakov, et à l'est jusqu'au Kinneret comme je l'ai dit. 15 minutes après, une seconde salve. La défense aérienne israélienne fonctionne. Les missiles ont été interceptés. Et des blessés, eh bien pour l'instant du moins, je n'en ai pas entendu parler. Mais le pays retient son souffle dans tout Israël. Le lendemain, les écoles et les jardins d'enfants sont annulés. Et je me souviens très bien de toutes ces histoires, quand j'avais un théâtre pour enfants en Israël. Quelque part, disons, probablement de 76 à 82, c'était actif. Ensuite, je faisais des allers-retours, pour ainsi dire, entre l'Amérique et ici. Donc, c'était un peu moins actif. Mais nous allions tout le temps dans la zone frontalière et nous jouions avec une troupe réduite, bien sûr, dans les sous-sols pour les enfants. Ça, je connais bien. Nous avons joué de nombreuses fois et, comme on dit, on a tiré sur Panama à plusieurs reprises. Pas spécialement sur Panama, mais à l'époque où nous étions là-bas. En général, tout continue. Mais maintenant, ça continue en mode accéléré, dopé aux stéroïdes. N'est-ce pas? À Haïfa, le nouveau funiculaire a été arrêté. Jusqu'à 40 millions de personnes vivent de l'autre côté de la frontière. Des milliers de familles, russophones de poètes, s'endorment sous les sirènes. Et le matin, naturellement, Israël répond. Et il répond déjà directement à l'Iran. Et ici, regardez attentivement ce que, précisément, Israël bombarde. Tsahal frappe des cibles militaires et nucléaires dans le centre et l'ouest de l'Iran. Tabriz, centre de recherche nucléaire, base militaire. Donc l'université, elle est liée au programme nucléaire. Ispahan, usine de conversion d'uranium, celle où le gaz est transformé à nouveau en métal pour la bombe. Et les laboratoires, les usines de l'industrie militaire, les rampes de lancement de missiles, l'aéroport, comment il s'appelle déjà, Mehrabad, je crois, à Téhéran. Donc disons, il y a encore plein de noms que je peux répéter, mais ça ne vous intéresse pas. Les États-Unis ferment leur mission diplomatique en Israël pour la journée et se préparent à réagir. Souvenez-vous de ce rythme. Tir, riposte, riposte. Israël ne frappe jamais en premier sans raison. Il répond. Ce n'est pas une critique de leurs paroles. C'est le cœur de tout ce à quoi nous arriverons à la fin. Eh bien, parlons de l'asymétrie qu'on ne vous montre pas,
qu'on refuse obstinément de vous montrer. Voilà. Donc ce qu'on appelle ce dont presque aucune grande chaîne ne vous parlera aujourd'hui. Comparer deux cibles. Qu'est-ce qu'Israël frappe? Des usines, des laboratoires, des installations nucléaires, des ateliers, des rampes de lancement. Parce qu'il prépare quelque chose pour tirer sur Israël. Donc nous tirons pour qu'il ne tire pas sur nous. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'Iran frappe? Eh bien, ouvrez la liste des cibles. Quartier résidentiel, maisons, cours. Et donc, selon les estimations, au 10e jour de la guerre, l'Iran avait tiré environ 300 missiles sur Israël. Et presque la moitié avec des munitions à sous-munitions. Des munitions à sous-munitions. Ce n'est pas contre des chars, mais contre des gens. Celles interdites par la Convention internationale, car elles dispersent des dizaines de charges à fragmentation sur des kilomètres. C'est une arme spécialement conçue non pas pour frapper une cible précise, mais pour couvrir une zone. Une zone où, eh bien, il y a des gens. Des gens. Une zone où vivent des gens. Impact direct sur un immeuble résidentiel à Haïfa. 9 morts à Beit Shemesh. Des dizaines de morts. Et tout cela, ce ne sont que des civils. Il n'est pas question d'objectifs militaires. Voilà la différence qu'on vous cachera derrière le mot « violence ». Un camp vise ceux avec quoi on fait la guerre, l'autre vise ceux qui dorment. Et quand on vous présentera ça? Les deux camps échangent des coups, comme des poids égaux sur une balance. Demandez-vous où allait-on ces poids? Où allait-on les poids? À l'atelier ou à la chambre d'enfant? Ce n'est pas de la symétrie, messieurs, mais de l'asymétrie. C'est de la crapulerie. Donc il faut aider celui qui vise la chambre d'enfant. Maintenant, 3 faits qui, comme on dit, changent tout. Je veux que vous les gardiez en mémoire. Premier fait. La frappe sur Beyrouth aurait été coordonnée avec l'administration Trump. Je l'avais mentionné. Cela signifie qu'aux yeux de Téhéran, Washington n'est plus un médiateur, mais une partie prenante. Deuxième fait. Pendant tout ce temps, il y a eu une carotte sur la table. Un accord possible, lié au déblocage d'environ, combien? 24 milliards de dollars. Ce sont leurs actifs iraniens que nous avons gelés. L'Iran menace, face à l'escalade, de quitter totalement les négociations. Autrement dit, ils sont prêts à sacrifier les 24 milliards de dollars dont ils ont besoin, juste pour qu'Israël ne touche pas au Hezbollah. Troisième fait. Presque comique si ce n'était pas effrayant. Selon le média Axios, Trump a littéralement demandé à Netanyahou lors d'une conversation « Rendre des pans conditions, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Autrement dit, même à l'intérieur du camp occidental, comme ils le disent, il n'y a pas une seule autorité au volant. Ils appuient sur l'accélérateur. Donc certains appuient sur l'accélérateur, d'autres sur le frein, la voiture part en dérapage, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on essaie de vous présenter les choses. Je suis presque sûr que tout cela est une mise en scène. Une mise en scène dans le sens où ils jouent un rôle, parce que beaucoup d'actions d'Israël n'auraient pas pu avoir lieu si cela n'avait pas été convenu. C'est pourquoi je pense que, maintenant ça n'a plus de sens, parce que, voilà, il n'y a plus aucun intérêt à jouer au mauvais flic, bon flic, parce que l'Iran a déjà décidé que Donald Trump participe à tout ça. C'est-à-dire qu'il a compris, il a décidé, ils sont convaincus qu'il y participe. Mais en tout cas, de mon point de vue, il n'y a aucune fissure dans la coalition occidentale. La coalition reste inchangée et continue d'exister. D'accord. À présent, les vagues et frappes sont devenues la norme. Et les États-Unis ne sont pas au-dessus de la mêlée. La carotte de 24 milliards est suspendue, mais elle va être retirée. Les négociations frôlent l'échec. Eh bien, j'ai dit cette phrase au bord de l'échec. De mon point de vue, elles n'ont jamais été menées sérieusement. Voilà, eux, de l'autre côté, ils ont toujours gagné du temps, à mon avis. Leur seul but, c'est de gagner du temps. C'est pourquoi c'était au bord de l'échec. Même ces soi-disant négociations, donc, étaient prétendument au bord de l'échec. Eh bien, demandons-nous quand même, à qui tout cela profite-t-il? Parce qu'il est impossible que tout le monde en souffre, n'est-ce pas? Et c'est là que, comme on dit, ça devient intéressant. Donc, à mon avis, cela profite à 5 joueurs. Donc tout de suite, voilà un cadre honnête. Et je vous demande de bien l'entendre. Je ne dis pas que ces 5-là veulent la guerre et se frottent les mains. Presque aucun d'entre eux, en quelque sorte, ne veut la guerre. Certains ont peur et tentent de retarder. Je parle d'autre chose. Et c'est plus subtil.
Chacun y trouve son intérêt, d'une certaine façon, à ce que ce ne soit pas totalement résolu, pour que cela couve. Ils ne veulent que pas la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent que pas la guerre, mais ils aiment quand ça reste comme ça, tranquillement, n'est-ce pas? Ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est pourquoi ils font tout pour que cela ne s'arrête pas. C'est ainsi que j'interprète leurs intérêts, mais comme toujours, vérifiez par vous-même, d'accord? Bon, tout d'abord, bien sûr, il y a les faucons iraniens. Eh bien, le CGRI, les soi-disant durs parmi le clergé. Qu'ont-ils? Tout d'abord, il y a l'axe des groupes proxy. Ce qu'il en reste. Le seuil nucléaire. Surtout le contrôle de l'économie du pays. Ports, contrebande, pétrole vendu en contournant les sanctions. Pourquoi est-ce avantageux pour eux? Réfléchissez à une chose simple. Un ennemi extérieur pour un tel régime, ce n'est pas un problème. C'est de l'oxygène pour lui. Tant que l'ennemi sioniste ou le grand Satan est là, toute contestation intérieure est considérée comme une trahison en temps de guerre. Et une forteresse assiégée ne pose pas de questions au commandant sur ce qu'il fait, n'est-ce pas? La guerre justifie les rayons vides, l'Internet étouffé, les étudiants emprisonnés, les exécutions. Pour le CGRI, la paix est plus dangereuse que la guerre. Parce que la paix, c'est quand un Iranien lève enfin les yeux du sol et demande « Pourquoi vivons-nous si pauvrement sur une terre aussi riche en pétrole? C'est la même chose au Venezuela, non ?» La guerre étouffe cette question. Ceux-là, oui, ce sont eux, disons, les seuls qui veulent vraiment la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. N'est-ce pas? Maintenant, cela concerne une partie de la gauche israélienne. Et je vous demanderai d'être particulièrement attentif, parce qu'il est facile de me comprendre de travers. Les Israéliens de gauche, ils ne veulent pas qu'on tire sur Israël, non. Au contraire, ils veulent éviter la guerre. Par tous les moyens, retarder, négocier, acheter la tranquillité. Leur motivation est humaine et compréhensible, qu'une roquette vous tombe dessus ou non. Aujourd'hui. Je ne parle pas de mauvaises intentions. Il n'y en a pas, je parle de doctrine. De cette approche même que l'on appelle en Israël la conception. Il ne s'agit pas de vaincre la menace, mais de la gérer. Ils pensent tant qu'ils peuvent en la gérer, la contenir. Trêve après trêve, encore un peu, encore un peu. Et voici à mon avis où se trouve le piège. Eh bien, les bonnes intentions cachent presque toujours un piège. Une trêve où l'ennemi amène calmement de nouveaux missiles. Et sur les 15 000 missiles, ou disons 11 000 missiles, le Hezbollah en a fabriqué 150 000, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment la paix. C'est une guerre différée. Et en plus une guerre dans des conditions pires. Quand le calme était utilisé, le retour du Hezbollah pour se réarmer. Cela rend le prochain round beaucoup plus effrayant. Ceux qui souhaitent sincèrement le calme aujourd'hui peuvent involontairement provoquer le fracas demain. Ce n'est pas un reproche, c'est justement notre compétence commune, observer ce que nous voulions. Et ensuite observer attentivement ce qui en résultera. Même les mains bienveillantes peuvent, sans considérer les conséquences, faire plus de mal que les mains malveillantes. Encore d'autres gamins, donc, des Américains, donc des démocrates. Une réelle peur de la guerre et la tentation d'un accord. Cela ressemble aux Israéliens, mais différemment. Sans mauvaise intention. J'insiste là-dessus. Une grande partie des démocrates américains a peur de la guerre. Ils veulent vraiment la paix. Si une guerre éclate ailleurs, tant pis, mais s'ils risquent d'être touchés, ils seront prudents car ils détestent cette erreur. C'est pourquoi ils sont attirés par une seule idée. Revenir à l'accord, donc avec Téhéran. L'accord. Eux, tout ce que nous écrivons sur eux, ce n'est pas vrai. En réalité, ce sont de bonnes personnes. Ils savent nouer une cravate. Donner de l'argent, lever les sanctions. Apaiser. L'intention est noble, mais il faut surveiller l'argent. C'est toujours notre question principale. Où iront les milliards débloqués? Dans des écoles maternelles à Ispahan, vous croyez vraiment que c'est là qu'ils iront? Ou alors, dans ce fameux CGRI, dans ce fameux axe, dans ce fameux programme? L'argent suit déjà un circuit tout tracé. Et ces canaux mènent aux missiles, pas aux écoles. Cela crée un paradoxe triste. Un désir sincère de paix peut financer la prochaine guerre. La repousser plus tard quand le régime aura plus d'argent. Ce ne sera peut-être plus le seuil nucléaire, mais la bombe. Pour un homme politique avant les élections, nous concluons un accord. Aujourd'hui. Maintenant. C'est un beau titre, mais le prix, c'est l'avenir de quelqu'un d'autre. Je n'attribue pas de mauvaises intentions.
je montre où mène cette logique d'incitation. Je soupçonne qu'une partie de ces politiciens sont vraiment stupides. Vraiment stupides. Et une partie sont de vrais salauds. Voilà la Russie. Un incendiaire, c'est évident. Un incendiaire calculateur, avec moins de nuances et un intérêt plus froid. Qu'est-ce que Moscou a? Le droit de veto au Conseil de sécurité. Échange technologique avec Téhéran, surtout pour les drones. Et l'énergie. Pourquoi l'incendie lui est-il avantageux? Vous comprenez très bien. Attention à ce qu'ils font, et le prix auquel on peut vendre le pétrole. Chaque incendie au Moyen-Orient, ce sont les yeux de Washington. Détournés de l'Ukraine. Ce sont des obus et de l'argent qui ne vont pas là où il faut. Et chaque flambée dans le golfe Persique fait grimper le prix du pétrole. Et le pétrole, c'est ce qui finance la guerre que vous connaissez. Les chiffres le confirment. Lors de l'escalade actuelle, le Brent a bondi de 3% d'un coup, près de 96 $ le baril. Pour Moscou, l'incendie au Moyen-Orient est tout simplement avantageux. Point. Avantageux. L'argent attire l'argent. Plus ça brûle, plus le trésor est plein. Ce n'est plus lire, c'est compter. Et enfin, la Chine, un spectateur patient et intéressé. Le plus discret, c'est Pékin. Il achète la majeure partie du pétrole iranien. En fait, il maintient le régime à flot avec son argent. Il a ce qu'on appelle la ceinture et la route à travers les régions. Son objectif principal est bien loin d'ici, une île appelée Taïwan. Pourquoi est-il dans son intérêt que l'Amérique s'enlise? Les États-Unis empêtrés au Moyen-Orient n'ont les mains libres nulle part. Chaque porte-avions américain au large de l'Iran, c'est un porte-avions qui n'est pas au large de Taïwan. Le pétrole iranien bon marché coule vers la Chine. L'attention américaine s'éloigne du Pacifique. Et Pékin joue encore les faiseurs de paix. Souvenez-vous comment il a rapproché El-Lada El-Riyad de Téhéran. Une image parfaite pour la Chine. Ni victoire de l'Iran, ni victoire d'Israël. Mais un match nul éternel dans lequel l'Amérique s'enlise. Et la Chine généreuse compte ses profits. Additionnez donc ces 5-là ensemble. Un faucon qui a besoin d'un ennemi. Une bonne doctrine qui confond la pause avec la paix. Un politicien qui craint sincèrement la guerre. Et qui, pour cette raison, se tourne vers un accord dangereux. Un autre veut vraiment se débarrasser de Trump. Et un voisin qui a besoin d'un prix élevé pour le pétrole. Et un géant patient qui a besoin d'une Amérique embourbée. Presque aucun d'entre eux ne crie qu'il veut la guerre. Mais au total, leurs mains s'additionnent, celles de ceux qui attisent le feu par calcul, et celles de ceux qui, par bonté, ne laissent pas clore le sujet. Le bûcher s'enflamme. Voilà pourquoi cette guerre est si tenace. Elle a trop de nourrices intéressées. Avant de passer à la question principale. Que va faire Trump maintenant? Une seule demande. Si vous êtes encore là, vous n'êtes plus un simple consommateur d'informations. Vous êtes quelqu'un qui apprend à voir à qui cela profite. Mettez un like. Que l'algorithme montre cette analyse à ceux à qui, peut-être, je ne sais pas, on la cache aujourd'hui. Et nous approchons du dénouement. Maintenant, pourquoi ce moment, à mon avis, est-il particulier? Et ici, je vais exprimer ma position franchement, mais en séparant le fait de la prévision. Fait, la fenêtre pour un règlement en douceur est presque fermée. Pendant 40 ans, l'Occident a espéré que l'Iran évoluerait. Et bien que les sanctions, le commerce, les négociations adouciraient dans le régime, et qu'un jour il changerait de l'intérieur, par des élections, par un changement de génération, deviendrait un pays normal. Un bel espoir. Mais à mon avis, nous avons désespérément raté ce scénario. Le pays qu'on aurait pu apaiser par le vote a été perdu en chemin. Le XIR est devenu trop puissant. Le programme est trop proche du seuil. Le temps est presque écoulé. Et voici ma prévision. C'est bien une prévision. Ce n'est pas un fait. Donald Trump est face à une alternative presque binaire. Soit le régime change de l'intérieur, par la pression, par le peuple, par les élections, qui en Iran veulent quand même dire quelque chose, non? Soit, si cela n'arrive pas, Washington peut décider qu'il faudra arrêter l'ayatollah autrement, pas en le persuadant. Et comme on dit en Israël, aller jusqu'au bout. Et c'est là que se pose notre question principale à vous et à moi, celle pour laquelle tout cela existe. Le monde libre a-t-il vraiment le droit d'aller jusqu'au bout? Vous et moi sommes pour la non-ingérence. On ne doit pas s'immiscer dans un autre pays. Oui, pour la non-ingérence.
Mais ce principe a une limite. Elle est ancienne. En hébreu, on l'appelle pikuach nefesh, quand il s'agit de sauver une vie. Presque toutes les règles s'effacent. La non-ingérence est un principe magnifique, mais seulement jusqu'à la seconde où ton voisin commence à forger ce avec quoi il compte te brûler. Et il ne dit rien. Il le dit à voix haute, à l'antenne, chaque vendredi. Souvenons-nous des deux différences évoquées au début. D'abord le rythme, le tir, la riposte. Israël ne frappe pas le premier sans raison. Il répond. La seconde différence concerne la cible. L'un vise usine et rampe de lancement, l'autre des maisons endormies. Celui qui finance depuis 40 ans des roquettes contre des villes étrangères crée un seuil. Une limite qu'il compte franchir. C'est lui qui appuie le premier sur le bouton et vise les quartiers résidentiels avec des bombes à sous-munitions. Ce n'est pas un pays étranger qu'il faut respecter de loin, c'est l'initiateur de la force meurtrière, de l'agression. Mais contre l'initiateur de la force, la défense n'est pas une agression. C'est notre règle fondamentale, essentielle pour la vie. On ne peut pas ôter la vie à un civil. Mais on peut arrêter celui qui lève la main, que ce soit avec une hache ou une masse, peu importe quoi. Donc, allez jusqu'au bout avec un régime qui s'est lui-même proclamé votre bourreau et qui appuie lui-même sur la gâchette, ce n'est pas, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un libertarien, une violation des règles. Le principe de la liberté, c'est de la légitime défense. J'avais promis de la lumière sur ce sujet difficile, et il y en a. D'ailleurs, elle est plus éclatante qu'on ne le pense, même sous les sirènes. La lumière, c'est le peuple iranien, pas le régime. La rue la plus jeune, la plus instruite, la plus pro-occidentale de toute la région. Des gens qui ne veulent ni des missiles, ni des ayatollahs, ni de l'Axe, qui regardent des chaînes interdites. Tu te souviens, on essayait de capter, hein? Les voix. Ils apprennent l'anglais. Ils descendent sur les places sous les balles, encore et encore, encore et encore. Le régime des ayatollahs ne repose pas sur l'amour. Il tient grâce à la peur. Et tout ce que je fais ne tient que par la peur. C'est fragile. Ça tient debout tant que ça tient, et ça s'effondre en une seule nuit, quand ça devient déjà insupportable. Ça s'est déjà effondré plusieurs fois, n'est-ce pas? Et maintenant, nous observons comment cela va se produire à Cuba. À Cuba. À Cuba. Au Venezuela, pour ainsi dire. Cette situation où, eh bien, si nous ne devenons pas, si nous n'aidons pas le régime actuel, ce sera la même chose. J'ai promis au début de répondre honnêtement à votre question pratique. Quand cela va-t-il se terminer? Et pour les vols, je réponds honnêtement à ce sujet. Les experts n'envisagent pas de fermeture totale de Ben Gourion, même en pleine crise. Il y aura un arrêt temporaire de quelques heures avec une seule règle. Consultez le statut de votre vol sur le site de la compagnie et prévoyez un itinéraire bis, par Chypre-Athènes. Concernant les délais, voici la réponse honnête. L'idée principale du reportage est que cette guerre ne finira pas avec la fatigue des soldats. Elle se terminera lorsque, pour ces 5 personnes que nous avons nommées aujourd'hui, elle ne sera plus avantageuse. Ne regardez pas le tableau d'affichage, surveillez plutôt leurs intérêts, c'est là que se trouve votre véritable prévision. Et qu'est-ce qu'il est important de comprendre à ce carrefour? La faim et la tôle, ce n'est pas forcément une grande guerre. Cela peut aussi être une libération. 40 millions de jeunes à qui on a volé le pays en 1979 et qui attendent depuis 40 ans le moment où ils pourront la reprendre. Le tas de bois, empilé par 5 personnes, peut un beau jour s'enflammer non pas par la guerre, mais par la liberté. Cela s'est déjà produit. Oui, cela s'est déjà produit. Un mur qui tient, grâce à la peur, finit toujours par se fissurer. Et aujourd'hui, il y a plus de fissures que jamais. Nous le savons déjà. Même les officiers fuant vers le Sierre. La prochaine fois qu'on vous montrera la sirène et qu'on dira « encore la guerre, on n'y peut rien », repensez à notre analyse et demandez-vous « à qui cela profite-t-il » À qui cela profite-t-il? Et demandez-vous aussi à qui profite la liberté de 40 millions d'Iraniens? La réponse à la deuxième question, c'est justement l'espoir. Et elle est plus réelle qu'il n'y paraît. Elle est plus réelle qu'il n'y paraît. C'était notre émission quotidienne à vous et à moi, et aujourd'hui c'est déjà la deuxième. Bref, sobrement, sans hystérie. J'espère. Abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, environ une demi-heure, 35 minutes des actualités et des analyses pour ceux qui veulent plus comprendre qui tire les ficelles.
Et si vous voulez aller à la racine, comprendre pourquoi les sociétés libres confondent si longtemps la pause avec la paix. Et comment apprendre à lire les intérêts des autres comme un livre ouvert? Eh bien pour cela, nous avons une deuxième chaîne. Donc, la feuille de route vers la liberté. Également sur YouTube. Allez la voir s'il vous plaît. 2 fois par semaine. Là-bas, nous faisons de cette compétence de savoir à qui cela profite un véritable savoir-faire d'enquête. En ce qui vous donnera la capacité de reconnaître les tromperies. Au revoir, mesdames et messieurs. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le ciel au-dessus d'Israël dormira paisiblement ce soir. Au revoir.